Et quelle est la responsabilité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lui qui est l'homme qui décide dans ce pays? Je vais répondre à deux temps. Le président était complètement isolé. Il n'avait pas forcément les leviers. Et je pense qu'on viendra dessus sur ça. Mais c'est extrêmement grave si c'est le cas. Le président était extrêmement... Était. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire qu'il n'a pas pris la pleine mesure de sa fonction? Ah non, attends. Quand même. Laisse-moi répondre. Après, on va y aller doucement. Oui. On a eu des élections présidentielles où le président est passé, où le président de la République a été élu. Les Sénégalais ont donné une majorité, 54%, c'est ça? On est parti aux législatives, les Sénégalais dans la même logique. On dit, on vous donne les moyens de travailler ensemble parce qu'on supposait qu'il y avait un Dieu qui allait travailler ensemble. Donc c'est exactement la même logique. Après ça, il y a une machine qui s'est mise en marche. Dire, on l'isole d'abord de Pastef, il a été complètement isolé du Pastef. Maintenant, on lui coupe l'autre bras qu'il avait, l'Assemblée nationale, pour le bloquer dans tout ce qu'il peut faire. D'accord? Et qui était à la manœuvre? C'est l'actuel Premier ministre, l'ancien. Laisse-moi venir. Après, mais c'est important de préciser. Hein? Voilà, je vais citer le garçon qui était à la manœuvre, il s'appelle Ousmane Sonko. Oui. Le principe, c'était qu'il faut le dégager, être Premier ministre, être président de la République. Et quand c'est comme ça, tu ne contrôles pas l'Assemblée nationale, tu n'as pas de parti politique derrière pour t'asseoir, mais tu deviens complètement isolé. La solution, ce n'était pas d'attaquer frontalement, c'est de se préparer jusqu'à arriver à avoir une force politique et une majorité peut-être à l'Assemblée pour remettre le pays sur les rails. Donc dans cette période de latence, il y avait une seule personne qui décidait en réalité. Mais je pense que la bonne démarche, l'attaquer frontalement en ce moment, le pays allait s'arrêter directement. Et je pense que c'est en réalité ce qui a été fait. Voilà. Maintenant, on vient sur la troisième promesse. La troisième promesse, c'est sur le plan économique. Pendant 2 ans, on a tâtonné. Pendant 2 ans, on a décidé de 2 choses. La première, c'est qu'on a arrêté les chantiers de l'État, les gros chantiers des BTP. Ouais. Vous arrêtez les gros chantiers des BTP, mais vous mettez tout le secteur des BTP qui est très stratégique, les maçons, la femme qui vend son tiaf, vous les mettez au chômage. Et tout ça du fait de Ousmane Sonko. Seulement. Je n'invente rien. Vous demandez à une entreprise du secteur privé au Sénégal, c'est personne d'autre que lui. Maintenant, il y a l'autre pan, qui est le pan le plus important, je pense. C'est la défiance vis-à-vis du FMI. On a pris le pays dans un état très très difficile sur le plan financier, avec les dettes et tout ça. C'est des réalités. Il y a eu des choses graves qui se sont passées. Maintenant, 2024, moi je pense que c'est 2024 qu'il fallait signer avec le Fonds monétaire international. 2024. Dès qu'on a pris les trucs, il fallait signer en 2024, parce que tout le monde savait la situation économique du pays. Le ministre des Finances, je pense, c'est la personne la plus habilitée, la plus compétente pour prendre les décisions, était pour cette logique de dire nous allons signer avec le fonds. Oui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit nous ne voulons pas de votre argent, vous avez été complice, et on va prendre l'argent dans le marché sous-régional à des taux qui sont énormes. Aujourd'hui, les possibilités financières du Sénégal pour refinancer l'économie sont extrêmement limitées. 2026, 2027, 2028, 80% des ressources de l'État vont servir à payer la dette. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout de marge de manœuvre. Oui. Mais tout le monde voyait venir, tous les spécialistes voyaient venir, mais on s'est entêté. Maintenant, j'espère qu'on va arriver à trouver des financements. Donc je pense que c'est bien de revenir sur ça. Oui. Qui a trahi les promesses qui étaient faites aux Sénégalais? Moi, je ne parle pas de pousse-toi et que je m'y mette. C'est à cette question qu'il faut arriver à répondre. En tout cas, vous, on vous accuse d'avoir trahi Ousmane Sonko et vous avez d'ailleurs suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux. D'autant plus qu'à l'époque où vous critiquiez la gouvernance passée, donc la gouvernance du président Macky Sall, et vous étiez très critique, ça c'est le moins que l'on puisse dire, ou échangiez des signaux de convergence avec Ousmane Sonko, est-ce que vous étiez sincère aujourd'hui, Lansana Gagny Sakho? J'arrive, moi, comme beaucoup de Sénégalais, étions pleinement engagés dans le programme de PASTEF qui était présenté par PASTEF. Ma vision des choses, il n'a jamais changé sur ce point. Qu'il faut mettre les bonnes personnes qu'il faut à leur place, qu'il faut avoir une gouvernance vertueuse, qu'il faut une justice autonome. Oui. Ça, c'est le projet.
Je n'ai pas suivi un homme, je suis un projet. Ma boussole, c'est le Sénégal, c'est pas un homme. C'est pas pour qu'après que tu viennes me dire, pousse-toi et que je m'y mette. Ce projet, tel qu'il a été présenté, qu'il a été mis en œuvre, il n'est pas bon. Je suis une personne qui a un bon sens. Je sais ce qui est mauvais, je sais ce qui n'est pas mauvais. Ce mur, il est noir. Là, il est noir. Tu ne vas pas me dire qu'il est blanc parce que tu t'appelles Ousmane Sonko que j'avais accepté qu'il est blanc. Je ne renie absolument rien de ce que j'ai dit, ce que j'avais fait avant. Je l'aurais fait exactement la même chose. Par contre, si je savais que j'allais tomber sur une attitude comme ça, qui va plonger le pays sur le plan économique, mais Cherif, je ne l'aurais jamais suivi. Vous savez, Cherif, Vous regrettez d'avoir suivi Ousmane Sonko? Je ne regrette pas d'avoir participé au changement de régime. Je ne regrette pas d'avoir participé au changement de régime, mais ce que je regrette fortement, c'est la situation économique de notre pays aujourd'hui. Le Sénégal a perdu 2 ans. Mais on n'a pas perdu seulement. Perdre, c'est une chose, mais on a reculé de très longtemps. Il y a une polémique qui est arrivée sur les investissements directs étrangers. Vous avez tous vu passer. On est passé de premier en Afrique de l'Ouest à 14e. Ouais. La raison, elle est très simple. On a différents pays, un investisseur... Ça, quand même, c'est un indicateur... Voilà, un investisseur, quand il vient, il regarde certaines choses, dont le code des investissements. Le Sénégal vient de rénover son code, très bien, attractif. Le code du travail, on est en train de travailler dessus, je pense que c'est très bien, même s'il y a des ajustements à faire. Vous avez également la fiscalité. Il y a beaucoup d'allègements qui ont été faits. D'accord. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites pour avancer. Mais il y a un autre élément qu'on n'a pas aujourd'hui. Les investisseurs ont peur. Il y a un élément qui plombe aujourd'hui l'attractivité du Sénégal qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas améliorer. Ce dont je viens de dire, ce sont des textes. On n'aura pas d'investisseurs avant 2029. Ah bon? Non, il n'y en aura pas. C'est terrifiant, ça. Non, parce que justement, il y a cet élément qu'on appelle Ousmane Sonko, encore lui, mais c'est de l'incertitude. Quand vous cassez des contrats qui sont déjà établis, casser, je dis casser. On peut renégocier, mais quand on renégocie, on n'a pas besoin de venir le dire à la télé. Quand vous cassez certains éléments qui sont déjà établis, quand vous faites peur aux investisseurs, qui ont le choix entre un pays qu'on appelle le Sénégal, un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, un pays qu'on appelle le Gabon, le Bénin en Afrique de l'Ouest, mais ils se disent, écoutez, il faut que j'attende pour voir qu'est-ce que les Sénégalais vont faire en 2029 pour décider de venir ou pas. C'est pour ça que c'est important quand même. Mais Ousmane Sonko est limogé, il n'est plus Premier ministre. Je suis parfaitement d'accord. Mais